Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous explorons certaines des attaques de safari les plus terrifiantes jamais enregistrées. D'un guide de safari chevronné affrontant un crocodile mortel dans la nature sauvage à un photographe expérimenté pris sur le chemin de l'un des tueurs les plus imprévisibles de la nature, le buffle du Cap. Mais d'abord, nous commençons avec une famille en safari de rêve en Afrique du Sud où une observation unique d'un léopard a pris une tournure terrifiante. Le parc national Kruger en Afrique du Sud s'étend sur près de 2 millions d'hectares de nature sauvage, un vaste sanctuaire où les lions errent librement, les éléphants parcourent des chemins anciens et les léopards se cachent dans l'ombre des acacias. Pour la famille Baker de Seattle, Washington, ce paysage emblématique représentait l'aboutissement de plusieurs années de rêve et de mois de préparation. Robert Baker, un ingénieur logiciel de 42 ans, sa femme Jennifer, une enseignante d'école primaire de 39 ans, et leur fils de 10 ans, Tyler, avaient économisé pendant 3 ans pour se permettre cette aventure unique dans une vie. Le 17 juillet 2023, les Baker se sont levés avant l'aube à leur lodge en périphérie de Kruger. L'air était frais, portant le parfum terreux de la brousse africaine, alors qu'ils montèrent dans le véhicule de safari à ciel ouvert. Leur guide, Sifo Nkosi, un ranger vétéran avec 15 ans d'expérience à naviguer dans la nature imprévisible de Kruger, les a accueillis avec un sourire chaleureux. La sortie matinale commença par un briefing de sécurité, soulignant l'importance cruciale de rester assis, de garder tous les membres à l'intérieur du véhicule et de ne jamais essayer de toucher ou de nourrir les animaux. Alors que le soleil franchissait l'horizon, peignant la savane de teintes ambrées et dorées, les Baker s'émerveillaient devant le paysage qui se déployait devant eux. Des troupeaux d'impalas paissaient paisiblement, leurs silhouettes élancées se découpant contre le soleil levant. Une famille d'éléphants traversa la route, la matriarche s'arrêtant pour regarder le véhicule avec des yeux intelligents avant de mener son troupeau dans le buisson. Pendant les 2 premières heures, le safari dépassa toutes les attentes que les Bakers avaient nourries pendant leurs années d'attente. Jennifer, photographe amateur, avait investi dans un nouvel appareil Canon EOS R5 spécialement pour ce voyage. Elle a capturé des images saisissantes de girafes étirant leur cou vers les branches d'acacia, de zèbres créant des illusions d'optique vivante avec leurs motifs saisissants, et d'une troupe de lions se prélassant au soleil du matin, leurs yeux dorés à demi-clos de contentement. Chaque observation suscitait des exclamations d'émerveillement de la part de Tyler, dont le visage rayonnait de la joie pure de voir ces créatures de magnifiques dans leur habitat naturel. Vers la fin de la matinée, le véhicule de safari s'était aventuré dans une section plus reculée du parc, où la végétation devenait plus dense et la faune plus difficile à apercevoir. Sifo a reçu un appel radio d'un autre guide qui avait repéré un léopard près de la rivière Sabi, à environ 10 minutes de leur position actuelle. Les léopards sont parmi les plus insaisissables des Big Five, et les observations sont considérées comme de rares trésors, même pour les habitués des safaris. L'excitation des Baker a monté alors que Sifo naviguait sur les routes poussiéreuses vers l'endroit signalé. À leur arrivée, ils rejoignirent 2 autres véhicules de safari positionnés à une distance respectueuse d'un magnifique léopard mâle. Le prédateur était allongé sur la branche basse d'un marula, son pelage tacheté brillant au soleil tamisé, ses membres puissants pendant langoureusement de chaque côté de la branche. Pesant environ 70 kg, le léopard représentait la combinaison parfaite de puissance létale et de grâce féline. Ses yeux ambrés observaient les véhicules avec une indifférence apparente, se fermant parfois en des clignements lents et confiants. Les Baker regardaient avec admiration, leur voix étouffée, bien qu'ils soient à l'intérieur du véhicule. Jennifer leva son appareil photo, capturant image après image du magnifique prédateur. À travers son objectif téléphoto, elle pouvait voir les taches individuelles sur le pelage du léopard, les moustaches frémissant légèrement dans la brise, les muscles puissants ondulant sous sa fourrure à chaque mouvement subtil. Mais la distance et l'angle du véhicule faisaient ce que les branches obscurcissaient partiellement sa prise de vue parfaite. Après 20 minutes d'observation, l'un des autres véhicules est parti, créant une opportunité pour Sifo de repositionner leur véhicule pour un meilleur point de vue. Il a soigneusement manœuvré jusqu'à un endroit à environ 15 pieds de l'arbre, coupant le moteur pour minimiser les perturbations. Le léopard est resté sur son perchoir, apparemment imperturbable par le mouvement du véhicule. Sa queue se balançait de manière hypnotique, se mettant parfois à fouetter avec plus d'insistance, un signe d'avertissement subtil que les guides expérimentés reconnaissent, mais que les touristes interprètent souvent comme de la gaieté. Jennifer a continué à photographier, mais la frustration a commencé à monter alors qu'elle examinait ces images.
Le cadre de la fenêtre du véhicule de safari créait une bordure sombre dans ses clichés, et le grillage de protection conçu pour prévenir exactement la tragédie qui allait bientôt se dérouler brouillait légèrement ces images autrement parfaites. Le léopard changea de position, étirant sa magnifique silhouette le long de la branche, offrant une pose encore plus spectaculaire. À ce moment-là, Jennifer prit la décision qui lui coûterait la vie. Malgré le briefing de sécurité explicite et les avertissements clairement affichés dans tout le véhicule, elle déplaça discrètement la grille de protection juste assez pour positionner l'objectif de son appareil photo à travers l'ouverture. L'action a pris moins de 3 secondes. Un moment d'égarement motivé par le désir de la photo parfaite, le changement fut immédiat. La posture du léopard passa de détendu à alerte. Ses oreilles pivotèrent vers l'avant pour se concentrer sur la nouvelle ouverture, dans ce qui avait auparavant été perçu comme une entité inoffensive. Les prédateurs du Kruger ont appris à ignorer les véhicules de safari comme des objets non menaçants, mais l'absence du grillage de sécurité change la donne, révélant les occupants humains vulnérables à l'intérieur. Sifo remarqua simultanément la position vulnérable de Jennifer et le changement de comportement du léopard. Sa main se dirigea vers le contact avec l'intention de démarrer le moteur et de créer du bruit pour dissuader toute agression potentielle. Mais le léopard bougea avec la vitesse explosive qui rend ses prédateurs si mortels dans la nature. Dans un flou de fourrure tachetée et de muscles ondulants, le léopard s'élança de la branche, couvrant la distance de 15 pieds jusqu'au véhicule en une série de bonds défiant le temps de réaction humain. Il atterrit sur le côté du véhicule avec précision, une patte accrochant le cadre de la fenêtre, l'autre passant par l'ouverture pour enfoncer des griffes acérées dans l'épaule de Jennifer. La force de l'impact projeta Jennifer de côté contre Robert, qui entoura instinctivement Tyler de ses bras protecteurs. Les mâchoires du léopard trouvèrent le cou de Jennifer, des canines puissantes conçues pour infliger une morsure mortelle aux proies perçant maintenant la chair humaine. Du sang éclaboussa l'intérieur du véhicule alors que le prédateur tentait de traîner Jennifer à travers l'ouverture de la fenêtre. Les mâchoires d'un léopard peuvent générer plus de 3 à 400 livres de pression par pouce carré, une force suffisante pour écraser sans effort le crâne d'un babouin ou percer la peau épaisse d'une antilope. Pour un humain, c'est rien de moins que mortel. Sifo a réagi avec la rapidité et la détermination d'un ranger expérimenté. Il a démarré le moteur et a accéléré brusquement, tout en atteignant le klaxon d'urgence monté sur le tableau de bord. Le mouvement soudain et le klaxon assourdissant ont momentanément désorienté le léopard, le faisant relâcher sa prise juste assez pour que Sifo crée une distance entre le véhicule et le prédateur. Mais le mal était fait. Jennifer s'affaissa contre le siège, le cou gravement blessé, le sang jaillissant des artères sectionnées. Robert pressa sa veste contre les blessures, ses mains tremblant alors qu'il tentait d'arrêter le saignement. Tyler était figé d'horreur. Son jeune esprit peinait à comprendre la transformation soudaine de leurs vacances de rêve en cauchemar. Sifo a appelé les secours d'urgence tout en conduisant à la vitesse maximale sécurisée vers la porte du parc la plus proche où une équipe d'évacuation médicale était mobilisée. Malgré leur intervention rapide et les efforts désespérés de Robert pour maintenir la pression sur les blessures, Jennifer Baker a été déclarée morte à son arrivée à l'établissement médical de Skukuza. La cause officielle du décès était une exsanguination due à de multiples lacérations de l'artère carotide et de la veine jugulaire. L'incident a provoqué une onde de choc à travers le parc national Kruger et l'industrie du tourisme de safari en général. Une enquête a confirmé que tous les protocoles de sécurité appropriés avaient été respectés et que Sifo avait effectué un briefing de sécurité complet. La tragédie a été attribuée uniquement à la décision de Jennifer d'ouvrir la fenêtre, une violation de la règle de sécurité la plus fondamentale du safari. Le léopard n'a pas été pisté ni euthanasié après l'incident. Les autorités du parc ont souligné que l'animal avait agi selon ses instincts naturels et ne représentait aucune menace inhabituelle pour les opérations de safari correctement menées. La tragédie de la famille Baker a servi de rappel saisissant de la nature sauvage des habitants de Kruger et de l'importance cruciale de respecter les consignes de safari. Robert et Tyler Baker sont retournés à Seattle une semaine plus tard, à jamais changés par leur expérience. Dans les mois qui ont suivi, Robert est devenu un défenseur de la sécurité lors des safaris, en créant une fondation au nom de Jennifer dédiée à l'éducation des touristes sur l'importance de suivre les protocoles d'observation de la faune.
Aujourd'hui, les guides du parc national Kruger incluent souvent l'incident Baker dans leurs consignes de sécurité. Une illustration frappante de la rapidité avec laquelle un safari de rêve peut se transformer en cauchemar lorsque la fine barrière entre les humains et les prédateurs sauvages est franchie. L'histoire sert de rappel puissant que dans la nature sauvage africaine, même un instant d'inattention peut mener à une fin terrifiante. L'erreur imprudente de Madame Baker lui a coûté tout. Une décision prise en une fraction de seconde, transformant un safari palpitant en une tragédie sanglante, mais au moins, elle a vu son tueur arriver. Au cœur du bassin du Congo, un autre safari allait prendre une tournure mortelle. Mais cette fois, l'attaque ne viendrait pas avec des signes avant-coureurs. Pas de grognement, pas de bruissement dans l'herbe. Aucune chance de réagir car lorsqu'un crocodile décide d'attaquer, on ne le voit jamais venir. La forêt tropicale du bassin du Congo s'étend sur 6 nations africaines, couvrant plus de 1 300 000 miles carrés de jungle primitive dense. C'est un endroit où la lumière du soleil filtre à travers les couches de la canopée en motifs tachetés, où l'air est lourd d'humidité et où la vie et la mort se jouent dans un drame silencieux constant. Pour Daniel Mercer, un guide de safari britannique de 38 ans, cette vaste nature sauvage était son foyer depuis près de 15 ans. Daniel s'était forgé une réputation comme l'un des guides les plus compétents d'Afrique centrale. Son entreprise, Congo Wilderness Expeditions, se spécialisait dans l'accompagnement de petits groupes de touristes aventureux dans des zones rarement visitées par des étrangers. Contrairement aux safaris dans la savane de l'Afrique de l'Est, ces expéditions nécessitaient de véritables compétences en milieu sauvage, naviguer sans sentier clair, identifier des sources d'eau sûres et comprendre le comportement des éléphants de forêt, des gorilles des plaines et des nombreuses autres créatures qui considéraient cet endroit comme leur foyer. En mai 2019, Daniel avait dirigé plus de 200 expéditions réussies. Son visage buriné, encadré par une barbe poivre et sel, portait les marques de quelqu'un qui avait passé des années sous le soleil équatorial. Son corps mince et musclé se déplaçait dans la jungle avec une aisance maîtrisée, chaque pas étant délibéré et assuré. Les clients le décrivaient comme calme, méthodique et extrêmement confiant, des qualités qu'il avait maintenues en vie dans l'un des environnements les plus impitoyables de la Terre. Le 17 mai 2019, Daniel a conduit un groupe de 4 touristes, 2 photographes animaliers d'Allemagne, un anthropologue britannique et un blogueur d'aventure américain pour ce qui devait être une randonnée de 10 jours à travers une section reculée de la forêt tropicale congolaise. L'expédition avait été minutieusement planifiée pour coïncider avec le début de la saison des pluies lorsque la forêt serait à son apogée. Pendant les 3 premiers jours, le voyage s'est déroulé exactement comme prévu. Le groupe a documenté des espèces d'oiseaux rares, observé une famille de gorilles, des plaines à une distance respectueuse et s'est émerveillé des espaces semblables à des cathédrales sous les imposants capoquiers. L'expertise de Daniel était évidente dans tous les aspects de l'expédition, de l'installation efficace des camps à sa capacité à repérer la faune presque invisible dans le feuillage dense. Le 4e jour, le groupe devait traverser la rivière Lulonga, un affluent du puissant Congo. La rivière, gonflée par les pluies récentes, représentait un obstacle important. Daniel a passé la matinée à chercher un point de passage approprié, identifiant finalement une section où un énorme capoc tombé créait un pont naturel à l'endroit le plus étroit du cours d'eau. Ce que Daniel ne pouvait pas savoir, c'est que l'arbre tombé avait créé plus qu'un simple passage. Il avait formé une cachette de chasse parfaite pour l'un des prédateurs les plus patients d'Afrique. Un énorme crocodile du Nil, mesurant près de 15 pieds du museau à la pointe de la queue, avait revendiqué cette section de la rivière comme son territoire. Contrairement à leurs homologues de la savane qui se prélassent souvent visiblement sur les rives, les crocodiles de la forêt tropicale ont tendance à rester cachés. Leur corps sombre se camoufle parfaitement contre le fond boueux de la rivière. Ce spécimen particulier était estimé avoir au moins 70 ans, un survivant d'une époque avant que les guerres civiles et le braconnage n'aient décimé une grande partie de la faune de la région. Son corps préhistorique portait les cicatrices d'innombrables batailles, son cerveau primitif affûté par des décennies de chasse réussie. Il avait appris que les arbres tombés forcent souvent les animaux à traverser à des points prévisibles, créant ainsi des occasions d'embuscade parfaites. Le soleil de l'après-midi, filtré à travers la canopée, projetait des ombres tachetées sur la surface de l'eau. L'air était lourd d'humidité, le bruit constant des insectes et les appels lointains des singes créant la bande sonore familière de la forêt tropicale. Daniel s'approcha du bord de la rivière, son œil expérimenté scrutant les signes de danger.
des ondulations dans l'eau, un comportement inhabituel des oiseaux ou des traces dans la boue pouvant indiquer la présence de prédateurs. Satisfait de son évaluation, Daniel entra dans l'eau peu profonde au bord de la rivière pour tester la stabilité du tronc avant de permettre à ses clients de traverser. L'eau était trouble, teintée de la couleur du thé par les tanins de la végétation en décomposition. Visibilité limitée à seulement quelques centimètres sous la surface. Le crocodile, parfaitement immobile au fond de la rivière, était complètement invisible. Daniel posa son poids sur le tronc, testant sa stabilité avec des mouvements expérimentés. Les clients se tenaient en retrait sur la berge, appareil photo prêt à documenter la traversée. Aucun d'eux n'a remarqué le léger mouvement à la surface de l'eau à environ 20 pieds en amont, le seul avertissement de ce qui allait se passer. En une fraction de seconde, la scène paisible s'est transformée en chaos. Le crocodile s'est lancé des profondeurs avec une force explosive. Son corps massif propulsé par une queue puissante évoluait sur des millions d'années précisément pour cet objectif. Avant que Daniel ne puisse percevoir le danger, les mâchoires préhistoriques se refermèrent sur sa jambe droite avec plus de 5000 livres de pression par pouce carré, largement suffisant pour écraser l'os instantanément. L'attaque fut si rapide, si violente, que Daniel n'eut pas le temps de crier un avertissement. Le reptile massif l'entraîna dans des eaux plus profondes d'un seul mouvement puissant. Les touristes restèrent figés d'horreur alors que leur guide disparaissait sous la surface, l'eau se transformant en un nuage rouge écumeux. Ce qui s'est passé ensuite n'a duré que quelques secondes, mais entrait les survivants à jamais. Le crocodile exécuta sa technique de mise à mort caractéristique, le roulé de la mort. Ce comportement de chasse ancien implique que le crocodile tourne tout son corps sous l'eau tout en maintenant sa prise sur la proie. Le couple est si puissant qu'il déchire la chair et brise les os, rendant toute évasion impossible. Le corps de Daniel était tordu sous la surface, la force de la rotation déboîtant les articulations et sectionnant les artères. Son instinct de survie s'est déclenché, ses mains cherchant désespérément les yeux ou les narines du crocodile, les seuls points vulnérables sur son corps blindé. Mais sous l'eau, désorienté et perdant rapidement du sang, ses efforts étaient de vain. Les touristes sortant enfin de leur paralysie choquée, criant à travers tout ce qu'ils pouvaient retrouver dans l'eau. Bâtons, pierres, sacs à dos, une tentative désespérée de distraire le prédateur. Mais leurs efforts ne faisaient aucune différence. Le crocodile, avec sa proie fermement maintenue, se retirait simplement vers des eaux plus profondes, disparaissant dans les profondeurs troubles de la rivière. En quelques instants, la surface de l'eau redevint calme comme si rien ne s'était passé. La seule preuve de la tragédie était une tache rouge qui s'étendait dans l'eau et le sac à dos de Daniel flottant là où il l'avait laissé tomber. Les 4 touristes, désormais bloqués dans l'une des régions les plus reculées du bassin du Congo sans leur guide, ont activé la balise satellite d'urgence que Daniel avait fournie au début de leur expédition. Pendant 2 jours terrifiants, ils restèrent campés sur la rive, suivant les protocoles de sécurité que Daniel leur avait inculqués en attendant les secours. Lorsque l'hélicoptère arriva enfin, une équipe de recherche fouilla la rivière à la recherche de tout signe de Daniel. Ils ne trouvèrent aucune seule botte échouée sur un banc de sable à près d'1 mile en aval. Le cuir était perforé de marques courbées distinctives, la signature indubitable des dents de crocodile. Le corps de Daniel Mercer n'a jamais été retrouvé, probablement stocké dans une cache sous-marine, un comportement courant chez les grands crocodiles qui gardent souvent leur proie immergée jusqu'à ce qu'elle se décompose suffisamment pour être facilement déchirée. L'enquête qui a suivi a révélé que bien que les crocodiles du Nil soient connus pour habiter les voies navigables de la région, les attaques sur les humains étaient extrêmement rares dans cette partie du bassin du Congo. Daniel, malgré son expérience étendue, avait été victime d'une embuscade parfaite d'un prédateur qui perfectionnait sa technique de chasse depuis l'époque des dinosaures. Congo Wilderness Expeditions a mis en place de nouveaux protocoles de sécurité après la tragédie, y compris l'utilisation obligatoire de perches pour tester les traversées d'eau et des règles plus strictes concernant le maintien de la distance par rapport à tous les cours d'eau. La société commence maintenant chaque expédition par l'histoire de Daniel. Un rappel saisissant que dans la nature sauvage, même les plus expérimentés peuvent être victimes des prédateurs parfaits de la nature. Aujourd'hui, les guides locaux de la région appellent cette section de la rivière l'Olonga, le Mambaya Daniel, le crocodile de Daniel, et l'abordent avec une prudence particulière. On pense que le crocodile massif patrouille encore ces eaux, un rappel silencieux de la puissance impitoyable de la nature dans l'une des dernières grandes régions sauvages de la Terre.
Un crocodile est souvent prédit comme un signe de danger, mais dans les plaines infinies du Serengeti, Elliot Grant, un photographe animalier chevronné, a croisé l'un des tueurs les plus imprévisibles, un buffle. Dans le parc national du Serengeti en Tanzanie, où les plaines dorées s'étendent sous le ciel infini, le photographe animalier Elliot Grant poursuivait sa passion de toujours. À 52 ans, ce photographe d'origine britannique était renommé pour capturer les créatures les plus dangereuses d'Afrique, des lions en pleine chasse, des éléphants protecteurs et même le rare rhinocéros noir. Son travail avait orné les couvertures de National Geographic et de Wildlife Photographer pendant plus de 2 décennies. Au-delà de la photographie, Elliot était connu pour sa générosité en faisant don d'images à des efforts de conservation et en mentorant de jeunes photographes. Bien que divorcé, il restait proche de ses filles, une cinéaste et une biologiste marine. Méticuleux, patient et obstiné dans la quête du cliché parfait, ces mêmes traits le conduiraient à son destin tragique. Le 12 mai 2022, Elliot s'est aventuré avec son guide, Joseph Mkundi, un Tanzanien de 45 ans avec plus de 20 ans d'expérience à diriger des safaris à travers la beauté périlleuse du Serengeti. La matinée avait été productive. Ils avaient photographié un guépard avec ses petits et un énorme crocodile se prélassant près d'un point d'eau. Mais alors que le soleil de l'après-midi commençait à descendre vers l'horizon, projetant cette lumière dorée magique que les photographes recherchent à travers le monde, Elliot cherchait encore son cliché parfait de buffle. Le buffle du Cap, connu sous le nom de mort noir ou de faiseur de veuve, est l'un des animaux les plus dangereux d'Afrique. Pesant jusqu'à 1800 livres et mesurant près de 5 pieds de haut, ces géants imprévisibles ne fuient pas les humains, ils chargent. Leurs cornes incurvées, atteignant jusqu'à 4 pieds, peuvent transpercer les prédateurs ou les humains avec une force mortelle. Bien que ce ne soit pas leur arme principale, leur morsure peut dépasser 1300 PSI, écrasant facilement les os. Chaque année, ils tuent plus de chasseurs que tout autre animal africain, assurant ainsi leur place parmi les 5 grands gibiers les plus dangereux du continent. Le Land Rover cahotait le long du chemin de terre, soulevant de la poussière qui flottait dans l'air comme une brume dorée. Le Serengeti s'étendait autour d'eux, une vaste tapisserie de hautes herbes ondulant dans la douce brise, ponctuée par l'occasionnel acacia avec son sommet plat distinctif. Le paysage semblait paisible, presque serein, démentant les dangers qui se cachaient dans sa beauté. À environ 200 pieds de là, un petit groupe de buffles du Cap paissait paisiblement dans une clairière. Le soleil couchant les baignait d'une lumière ambrée. Leur corps sombre se détachait de manière spectaculaire sur l'herbe dorée. Joseph ralentit le véhicule, s'approchant prudemment avant de couper le moteur à environ 100 pieds du troupeau. Pendant 25 minutes, Elliot a photographié les buffles depuis la sécurité du Land Rover, capturant des images saisissantes alors qu'ils paissaient et se déplaçaient lentement à travers le paysage. Mais il n'était pas satisfait. L'angle n'était pas bon, la composition n'était pas parfaite et Elliot Grant avait bâti sa carrière sur la perfection. Malgré les avertissements sévères du guide et les rappels concernant les protocoles de sécurité, Elliot prit une décision qu'il allait bientôt regretter. Il sortit discrètement du véhicule, se baissant avec son Canon EOS, un DX Mark III et son objectif téléphoto de 600 mm. À lui seul, l'équipement valait plus de 15 000 $, mais les images qu'il pouvait capturer étaient inestimables pour un homme qui avait consacré sa vie à la photographie animalière. Joseph regardait avec inquiétude alors qu'Elliot s'éloignait du véhicule, restant bas dans l'herbe, ses vêtements kakis se fondant dans le paysage. Le guide gesticulait frénétiquement pour qu'il revienne, mais l'attention d'Elliot s'était concentrée sur le troupeau devant lui, son esprit composant déjà la photo parfaite. Ce qu'aucun des 2 hommes n'avait remarqué, c'était le buffle mâle solitaire partiellement caché dans une dépression à environ 50 pieds sur leur droite. Vieux et marqué par les combats, il avait été éjecté du troupeau par des mâles plus jeunes et plus forts, un sort commun pour les taureaux vieillissants. Ces mâles solitaires sont connus pour être particulièrement dangereux, leur tempérament rendu imprévisible par des années de combat et l'isolement d'avoir été chassé du troupeau. Le taureau observait silencieusement alors qu'Elliot se rapprochait du troupeau principal, ses yeux sombres suivant le mouvement du photographe à travers l'herbe. Contrairement au troupeau en train de paître, ce taureau était alerte, sa tête massive levée, les narines dilatées en captant l'odeur inconnue d'Elliot portée par la brise. Elliot, entièrement concentré sur le troupeau devant lui, poursuivait son approche. Il se déplaçait avec une discrétion maîtrisée, s'arrêtant de temps en temps pour prendre des photos d'essai, vérifiant ses réglages d'exposition. La lumière était parfaite,
Cette heure dorée magique où le soleil africain, habituellement dur, s'adoucit, enveloppant tout d'une lueur chaude qui fait ressortir les couleurs et créer des ombres dramatiques. À environ 40 pieds du troupeau, Elliot s'abaissa lentement sur le ventre, pressant son corps contre la terre sèche et cuite par le soleil. Chaque centimètre en avant était douloureusement lent, sa respiration était superficielle, son cœur battant contre ses côtes. Il rampa les derniers quelques pieds, ses coudes s'enfonçant dans la terre alors qu'il atteignait une petite élévation offrant le point de vue parfait. Ses doigts tremblaient d'excitation alors qu'il ajustait l'objectif de l'appareil photo, se concentrant sur une magnifique femelle buffle avec un jeune veau blotti à ses côtés. C'était le genre de moment familial intime et brut pour lequel les magazines de la faune paieraient cher. Derrière lui, Joseph était assis dans le Land Rover, scrutant le paysage avec un œil exercé. Dès qu'il aperçut le taureau solitaire, un frisson glaçant le parcourut. Quelque chose n'allait pas. La posture du taureau avait changé, sa tête massive penchée vers le bas, les narines dilatées, les muscles tendus comme un ressort prêt à se détendre. Puis vint le signe révélateur, un sabot avant grattant le sol lentement et délibérément. Un comportement classique avant une charge. La voix de Joseph résonna comme un coup sec dans l'air immobile alors qu'il appelait le nom d'Elliot. Il tâtonna avec le contact, les mains tremblantes, le moteur tout sautant en démarrant alors qu'il appuyait sur l'accélérateur. Elliot jeta un coup d'œil en arrière, la confusion fronçant ses sourcils. Le tumulte soudain n'avait pas de sens jusqu'à ce qu'il le voie. Le taureau arrivait. Un buffle du Cap pouvait passer de l'immobilité à une charge à pleine vitesse en quelques secondes. Une masse imposante de muscles et de fureur, réduisant la distance à une vitesse impossible. La panique traversa le corps d'Elliot, ses instincts lui hurlaient de bouger, mais ses membres semblaient lourds, alourdis par l'emprise écrasante de la peur. Au dernier moment possible, il se releva, abandonnant son appareil photo dans la poussière. Il courut, mais c'était trop tard. Le buffle frappa comme un bélier, la corne droite l'attrapa bas, déchirant chair, muscles et os en un mouvement terrifiant. Douleur, brûlante, fulgurante, explosa à travers son corps, mais seulement pour un instant. La force le souleva du sol, ses membres s'agitant comme une marionnette cassée. Le monde bascula violemment alors que le taureau secouait sa tête, le projetant dans les airs comme une poupée de chiffon abandonnée. Il heurta le sol violemment. La poussière et le sang remplissaient sa bouche alors qu'il haletait. Mais son corps ne lui appartenait plus. Le rugissement du Land Rover, les cris désespérés de Joseph, le tonnerre des sabots s'éloignant, tout se confondait, noyé dans le silence écrasant qui suivit. Et puis l'obscurité. Joseph, se précipitant vers eux dans le Land Rover, regardait avec horreur alors que le taureau revenait en arrière. Dans la nature, les buffles du Cap n'attaquent pas seulement, ils s'assurent que leur cible est immorte. Le massif animal baissa à nouveau la tête, transperçant le corps déjà brisé d'Elliot, le piétinant avec ses sabots avant dans une démonstration de fureur primitive. Au moment où Joseph les a rejoints, klaxonnant frénétiquement et conduisant directement vers le buffle pour l'effrayer, Elliot Grant était déjà parti. Son appareil photo était à proximité, l'objectif brisé, mais la carte mémoire intacte. Plus tard, lorsque les autorités l'ont récupéré, elles ont trouvé sa dernière image, une composition parfaite du troupeau de buffles dans une lumière dorée avec la forme floue du taureau en charge, juste visible au bord du cadre. La nouvelle de la mort d'Elliot Grant a provoqué une onde de choc dans la communauté de la photographie animalière. Il était le 3e touriste à mourir en Tanzanie cette année-là, mais le premier photographe professionnel à être tué par un buffle d'Afrique en plus d'une décennie. Ses filles ont pris l'avion pour la Tanzanie pour récupérer le corps de leur père et ses dernières photographies. Un héritage doux amer qui capturait à la fois son talent extraordinaire et le moment qui a conduit à sa mort. Les images étaient des magnifiques, un témoignage de son œil pour la composition et de sa compréhension du comportement animal, mais elles servaient aussi de rappel saisissant de la fine ligne entre capturer la beauté de la nature et devenir victime de sa puissance. Le buffle du Cap qui l'a tué continuait à errer dans le Serengeti, ni chassé ni relocalisé. Dans le vaste écosystème du parc national, c'était simplement un animal se comportant selon sa nature, une force aussi neutre et intransigeante que le paysage lui-même. Aujourd'hui, les guides de safari dans le Serengeti racontent souvent l'histoire d'Elliot comme un avertissement aux touristes désireux de prendre la photo parfaite.
Cela sert de rappel brutal que dans la nature, aucune image ne vaut votre vie et que la nature, malgré toute sa beauté, reste indomptée et impitoyable envers ceux qui ne respectent pas ses limites. Et si vous pensiez que ces histoires étaient en eux folles, attendez d'entendre parler des animaux de compagnie terrifiants qui y ont mangé leurs propriétaires devant tout le monde. Cliquez ici pour voir ce qui s'est passé.